Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Après avoir impressionné la critique et un large public avec The Witch, Robert Eggers a fait son grand retour dans les salles françaises. Ce 18 décembre 2019 est sorti chez nous The Lighthouse avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Dans ce nouveau cauchemar, le réalisateur américain nous raconte l'histoire de deux gardiens de phare de la fin du 19e siècle. Isolés sur un îlot inhospitalier, les deux hommes doivent faire face à une tempête et à leurs démons intérieurs. Pour ce film, Robert Eggers et son frère, Max Eggers, se sont inspirés d'une histoire vraie ou en tout cas présentée comme telle. Il s'agit de celle de Thomas Howell et Thomas Griffith, deux gardiens de phare qui auraient connu un destin funeste en 1800 au Pays de Galles. Enfilez vos impairs et sortez vos parapluies car ce soir, on vous raconte les sinistres origines de The Lighthouse, la nouvelle pépite de Robert Eggers. À 32 km au large des côtes du Pays de Galles se trouve The Smalls, un amas de pierres balayé par le vent et les vagues. C'est ici, sur ces cailloux de basalte et de dolérite, qu'est construit en 1776 le phare des Smalls. À cette époque, il n'est pas encore question d'ériger de grandes structures de pierre. Henry Whiteside, un fabricant d'instruments de musique de Liverpool, conçoit le projet. Il imagine une cabine octogonale de seulement 4,20 m de diamètre, abritant une imposante lanterne. Cette structure rouge et blanche repose sur une grande poutre centrale, 3 piliers en fonte et 5 autres en chêne, peints en noir. Lorsque le phare des Smalls démarre son activité en septembre 1776, la lanterne émet une lumière faible, seulement alimentée par des lampes à huile. 4 ans plus tard, l'invention d'un nouveau type de lampe à huile permet d'améliorer la visibilité. S'il est désormais équipé de sources de lumière bien plus puissantes grâce aux créations du chimiste suisse Aimé Ergan, le phare est encore loin d'être automatisé. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour ça. Mais au moment où commence notre histoire, il faut encore envoyer des hommes sur les Smalls pour entretenir le phare et recharger les lampes. Et c'est la triste destinée de deux gardiens que raconte Christopher Nicholson dans son livre Rock Lighthouses of Britain, The End of an Era, paru en 1995. Ce passionné d'histoire maritime s'est entretenu avec un nombre incalculable d'anciens gardiens et de responsables de la Trinity House, le service des phares et balises britanniques. Avec ses témoignages et ses heures de recherche dans les archives, il a pu écrire plusieurs récits, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes à l'hiver 1800-1801, et deux hommes viennent de débarquer sur les Smalls. Hormis leur métier, une des seules choses que Thomas Howell et Thomas Griffith ont en commun est leur prénom. À Solva, la ville dont ils sont originaires, leur mésentente est connue de tous. Les deux Thomas passent leur journée à se disputer sur à peu près tous les sujets possibles. Si cela n'a jamais dégénéré en bagarre, la violence verbale est telle que les gens prennent carrément la fuite lorsque le ton commence à monter. Thomas Howell et Thomas Griffith vont devoir se supporter pendant 1 mois sur le phare des Smalls. Mais les conditions climatiques désastreuses de cet hiver vont en décider autrement. Dès les premières semaines sur le phare, une violente tempête empêche la nouvelle équipe de venir prendre la relève. D'autres tempêtes suivront, obligeant les deux hommes à rester sur place durant 4 mois. Au cours de cette période difficile, Thomas Griffith meurt soudainement. Déséquilibré, il tombe dans la salle de la lanterne et se colle violemment la tête contre des barres de métal dans sa chute. Thomas Howell panique. Tout le monde connaît ses mauvaises relations avec Griffith. Il sait qu'à son retour à terre, les gens vont parler. Il se dit que s'il jette le corps de son partenaire dans la mer, on l'accusera de meurtre. Alors il décide de garder le cadavre avec lui, sans doute pour prouver que la blessure fatale était due à un accident. Thomas Howell décide de casser un placard du phare. Il place la dépouille de Griffith à l'intérieur et laisse ce cercueil de fortune à l'extérieur de la cabine. Il accroche le drapeau qui sert de signal de détresse, note la mort de son camarade dans le carnet de bord et prie pour que la relève arrive le plus vite possible. Mais la tempête se fait au contraire plus forte.
Les vagues montent si haut que leur sommet s'écrase contre les vitres. Le minuscule habitacle tremble de toutes parts. Soudain, un coup de vent d'une violence inouïe soulève le cercueil. Le cadavre est projeté et un de ses bras se prend dans la balustrade. Au rythme des rafales, le corps sans vie de Griffiths semble saluer Howell. Malgré cette vision infernale, Thomas Howell allume la lanterne chaque soir, à la bonne heure, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle équipe. Lorsque celle-ci arrive enfin, au début de l'année 1801, le gardien de phare n'est plus le même homme. Thomas Howell est épuisé et dans un état de détresse psychologique avancé. Comme le raconte Christopher Nicholson dans son livre, on dit que ses amis ne l'ont pas reconnu à son retour. Qu'il s'agisse de faits réels ou d'une légende morbide, Nicholson précise qu'après cette histoire, l'organisation a changé. Les duos de gardiens de phare ont laissé place à des trios afin d'éviter des tragédies comme celle-ci. Il n'y a malheureusement pas de source à la fin du livre de Christopher Nicholson. Nous avons cherché des traces dans des documents officiels, mais il n'y avait rien. Le rapport de la Commission royale de 1861, qui contient normalement un historique complet des différents phares britanniques, n'évoque pas cette tragédie. En revanche, la Trinity House consacre un grand paragraphe à l'affaire des deux Thomas dans sa fiche sur les Smalls. Cet organisme a fait construire un nouveau phare à cet emplacement en 1861. C'est celui qui existe encore aujourd'hui. Il est automatisé depuis les années 80 et fonctionne à l'énergie solaire. Dans sa fiche de description du phare des Smalls, la Trinity House évoque un incident qui serait arrivé avant 1801, impliquant deux gardiens. L'administration prend toutefois soin de préciser qu'il existe des variations dans cette histoire. Il est donc possible que cette tragédie des Smalls se soit réellement produite, mais qu'elle ait été déformée et rendue plus romanesque avec le temps. La façon dont Christopher Nicholson la raconte fait d'ailleurs inévitablement penser à une légende, et donne envie de s'en servir pour de la fiction. C'est ce qu'a fait la BBC dès 2011 avec The Lighthouse, une pièce radiophonique d'Alan Harris. Un film du même nom est sorti en 2016, puis un opéra de chambre en 2018. En mai 2019, a finalement été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, le film de Robert Eggers. Mais avant d'en arriver là, il a fallu 7 années de réflexion et de travail. C'est en 2012, bien avant la mise en production de The Witch, que Robert Eggers discute du projet avec son frère Max. Mon frère travaillait sur une histoire de fantôme dans un phare. Et quand il a dit « histoire de fantôme dans un phare », je me suis dit que c'était une super bonne idée. Le problème, c'est que Max Eggers n'arrive pas vraiment à développer une histoire autour de cette idée de base. Robert lui propose donc son aide et imagine très vite une ambiance. Du noir et blanc, dans une atmosphère poussiéreuse et datée, voire carrément poisseuse. Robert Eggers commence alors à faire des recherches et finit par tomber sur la tragédie du phare des Smalls. Le vieux meurt, le jeune devient fou, et comme ils s'appellent tous les deux Thomas, je me suis dit que ça pourrait être un beau film de duo sur l'identité. Le cinéaste pense à ajouter d'autres thématiques dans ce potentiel film et convoque l'imaginaire des légendes maritimes. Mais le projet ne reste alors que ça, un projet. Car en 2014, il commence à travailler à plein temps sur The Witch, son premier long métrage. Porté par son premier succès, Robert Eggers a, en 2015, le champ libre. Il pense un temps à se lancer dans une nouvelle adaptation de Nosferatu, le film de vampire, mais il se souvient de l'idée qui a germé avec son frère, à cette histoire de phare qui le hante toujours. Le duo écrit alors l'histoire de Thomas Wake et Ephraim Winslow, les deux gardiens que tout oppose. Les fantômes, d'abord imaginés par les frères Eggers, finissent par quitter le script pour laisser place à un duel aux accents mythologiques. Le tournage de The Lighthouse démarre en mars 2018 au Canada, au sud de la Nouvelle-Écosse. Durant 32 jours, les équipes s'installent sur les côtes acadiennes. Sur une presqu'île, à la merci du vent et des vagues, se dresse le vrai phare du Cap Fortu. Et avec sa forme de trognon de pomme caractéristique, il ne ressemble pas exactement à l'image que l'on se fait d'un vieux phare hanté. Robert Eggers fait alors construire non loin un autre phare, de 21 mètres de haut, plus conforme à sa vision esthétique pour le film. Un phare en parfait état de fonctionnement, avec une lumière visible à 25 km à la ronde. Pour toute l'équipe du film, tourner dans ces conditions était extrêmement difficile. Les éléments déchaînés et le froid ont même inquiété le coordinateur maritime, un vrai capitaine qui connaissait très bien la région. Conscient des dangers, il a même tapé du poing sur la table. Comme l'a raconté Robert Eggers, le capitaine a dû lui rappeler que, je cite, «
des gens sont morts au Cap Fourchu. Mais c'était il y a bien longtemps. Si tourner tout en haut d'un phare peut présenter quelques risques, la zone de Cap Fourchu est aujourd'hui relativement bien sécurisée. Des visites guidées y sont proposées pour partager l'histoire de la région, et un salon de thé installé au pied du vrai phare propose de prendre un bon goûter face à l'océan. Un endroit beaucoup plus accueillant qu'il n'y paraît dans le film de Robert Eggers, donc c'est ça, la magie du cinéma. Alors maintenant qu'on vous a parlé de l'histoire vraie, on va débattre sur le film. Je crois qu'on va avoir matière un petit peu à débattre, mais tout d'abord, bonne année. Bonne année, parce que nous, c'est le dernier inspiré de Ferrel qu'on enregistre en 2019, mais vous, c'est le premier que vous écoutez en 2020, sans doute. Si vous vous tenez un petit peu à jour, ce sera sans doute le premier que vous écouterez, donc bonne année. Et ben, on va passer tout de suite au film. On va passer tout de suite à ce film si particulier qui a couronné une année si particulière pour le film d'horreur et le film de genre en général, puisque on a eu Midsommar quand même, hein. On a eu Us, on a eu In Fabric aussi, que j'ai regardé, j'ai profité pour regarder pendant justement, les vacances. je voulais avoir ton avis, j'ai pas encore eu l'occasion de voir In Fabric, c'est vraiment très bien. Ah, tu peux y aller, C'est, oui, écoute, c'est, je vais me ruer excellent. dessus. C'est excellent et ça fait référence à, c'est marrant parce que c'est du film, c'est incroyable cette année. In Fabric, ça fait énormément référence au Giallo, et là, The Lighthouse, ça fait énormément, peut-être encore plus référence à d'autres courants du cinéma, notamment l'expressionnisme. Et c'est ce dont on va parler maintenant, puisqu'on va parler de The Lighthouse. Alors, The Lighthouse, pour le petit synopsis, on est dans les années 1890. Thomas Wake est un gardien de phare qui a de la bouteille, on va dire, dans tous les sens du terme. Il est chargé de garder un phare qu'il a déjà gardé, et qu'il a l'habitude de garder. Au moment où il doit repartir sur l'île, il est accompagné par un petit nouveau, donc joué par Robert Pattinson, qui s'appelle Ephraim Winslow, qui est lui là parce qu'il a ouvert le journal et qu'il a vu une annonce et qu'il avait envie de changer de travail, du moins c'est ce qu'il dit au début, dans la première partie du film. Et le contrat est le suivant, les deux hommes doivent garder le phare donc, mais aussi et surtout l'entretenir, ce qui implique d'effectuer des tâches quotidiennes, et de les faire en duo, de les faire en coopération parfois. Même s'il y a un roulement et que parfois il y en a un qui dort, un qui travaille, un qui dort et un qui travaille, il y a aussi des tâches en coopération. Ils doivent travailler ensemble pendant 4 semaines. À la fin de ces 4 semaines, Ephraim Winslow, donc Robert Pattinson, sera relevé de ses fonctions et un nouveau gardien viendra accompagner donc Thomas Wake, qui est joué par Willem Dafoe. Avant qu'on aille plus loin, on va quand même préciser qu'on va spoiler à mort dans toute cette émission, comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Si vous n'avez pas l'habitude d'écouter Inspiré de Ferrel, vous le savez peut-être pas, ou si vous avez l'habitude, vous le savez. On spoil complètement le film, donc pour le coup, voilà, on va révéler énormément de choses sur The Lighthouse. Là, c'est le synopsis, genre typique quasi halluciné que Charles vient de vous faire. Par contre, voilà. Sauf que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, sauf que là, c'est toi qui l'as écrit. Sauf que là, on va commencer à rentrer dans les détails juste après ça. Donc, si vous voulez voir le film sans avoir la moindre information dessus, ce qui est la meilleure chose, allez d'abord le voir et ensuite revenez écouter Inspiré de Ferrel. Et donc, au fur et à mesure que les jours et les semaines avancent, les deux hommes vont progressivement avoir du mal à se supporter. Au moment où Ephraim, le plus jeune, doit repartir, il est un petit peu à bout, il en a un petit peu marre de recevoir des ordres et de se faire malmener par son chef. Une tempête empêche le bateau de s'approcher, donc ils vont devoir encore cohabiter pendant un petit moment. Et c'est une histoire donc où la situation va les amener à dévoiler leurs secrets, à se faire rattraper par leur passé, par leurs démons. C'est l'histoire d'une colocation forcée, c'est un huis clos, c'est un film sur l'isolement, et c'est un film sur aussi la superstition, quand même. Beaucoup de superstition dans l'univers des marins. Et avant que j'en finisse avec ce petit synopsis, quand même préciser que le point de vue qu'adopte le film est quasi intégralement celui de Robert Pattinson. C'est-à-dire que souvent le personnage de Willem Dafoe, donc Thomas Wake, va être l'objet quand même de fantasmes sur ce qu'il fait pendant qu'il est réveillé et qu'il garde le phare et la fascination qu'il a pour la lumière du phare, notamment. Mais c'est du coup avant tout le point de vue de Robert Pattinson qu'on va. Et c'est très important à noter puisqu'en fait c'est ce qui va nous permettre d'avoir le jeu sur l'identité que Robert Eggers a souhaité dans ce film. C'est pour ça qu'il s'est inspiré en partie de cette histoire qu'on vous a racontée en première partie. L'histoire des deux marins qui avaient tous les deux le même prénom. On va se rendre compte au bout d'un moment dans le film que
Robert Pattinson ne s'appelle pas Ephraim Winslow, mais s'appelle également Thomas, ce qui va nous amener vers un autre questionnement sur est-ce que Willem Dafoe est la même personne que lui ? Est-ce que c'est le fruit de son imagination ? Est-ce qu'il existe réellement ? Est-ce que Ephraim Winslow, Robert Pattinson, est fou ? Voilà, ce sont des questions qu'on va se poser parce qu'on est du point de vue du personnage de Robert Pattinson. Tout à fait. C'est parce qu'on est de son point de vue-là qu'on peut se les poser. Si le film était fait du point de vue du personnage de Willem Dafoe, ce serait pas du tout la même chose potentiellement. On aurait peut-être un autre récit. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir ce qui se passe du point de vue du personnage de Willem Dafoe. Mais en tout cas, voilà, une grande partie du mystère du film vient de ce point de vue-là. On l'a à quelques moments, le point de vue de Willem Dafoe. On l'a quand même sur quelques scènes, on l'a, notamment dans la deuxième partie du film. Pour ce qui est de la petite fiche technique, le film dure 1h50, c'est 1h50 de dualité au final, de dialogue, parfois de bagarre, pour un budget on ne peut plus serré, puisqu'on parle d'un film qui a coûté 4 millions de dollars, qui est un budget comparable à celui de The Witch, au final. Je savais pas, j'ai vérifié pour le podcast, en fait c'est le même budget que pour The Witch. De toute façon, Robert Eggers a déjà déclaré que ça l'intéresse pas de faire des films avec plus de budget. Donc, ouais, complètement. Il aime son petit budget qui lui permet d'avoir la maîtrise totale de ce qu'il fait. Parce que, voilà, je pense que s'il n'avait pas eu la maîtrise totale de ce qu'il fait, on n'aurait pas eu The Witch et The Lighthouse, qui sont vraiment très, très radicaux comme films. Je vais justement y venir parce que donc Robert Eggers, il a été metteur en scène pour le théâtre. Avant d'avoir été production designer, donc, comme on dit en français, chef décorateur, pour quelques cours. Il a d'abord été metteur en scène pour le théâtre. Et The Witch, c'était son premier long métrage qu'il avait mis en scène à partir de son propre script. Donc c'est des toutes petites équipes là dont on parle. Il n'y a pas un auteur qui adapte un réalisateur qui adapte le travail de quelqu'un d'autre. Là, ça tourne vraiment autour des quelques mêmes personnes. Et c'est pareil pour les acteurs, puisque le film ne voit finalement, alors on voit deux autres visages, mais de manière vraiment très succincte, mais les deux acteurs principaux, c'est Willem Dafoe et Robert Pattinson, que l'on voit pendant l'intégralité du film. À un moment donné, il y a une femme qui joue une sirène et un jeune homme qui joue un précédent marin, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc le film tourne exclusivement autour de ces deux figurants au tout début aussi, qui jouent les gardiens de phare de la relève. Donc, je crois oui, c'est vrai, ouais. C'est les deux figurants. Donc je crois qu'au total de personnes que tu vois à l'écran, il doit y en avoir 6, peut-être 7. Ouais, maxi. Mais il y a un corps repêché dans les crabes, mais c'est tout. Ouais, les autres, c'est moins d'une minute, quoi. C'est surtout centré sur ces deux acteurs qui sont, on reviendra dessus après, mais qui sont au top de leur performance. C'est assez incroyable. Un excellent duo. En plus, ils fonctionnent très bien ensemble. C'est quelque chose. On y reviendra plus tard, mais je trouve que c'est un excellent duo pour ce film. Le directeur de la photographie qui était déjà sur The Witch. Alors, je sais pas comment ça se prononce, Jarin Blaschke ou Jarin Blaschke, je ne sais pas. Moi, je prononce Jarin Blaschke, mais tu vois, je pense que chacun a sa prononciation de ce chef-op. Donc, il était directeur de la photographie et qui a participe énormément à la construction de l'image dans The Lighthouse, puisque si on doit continuer sur cette petite fiche technique, c'est un film, on l'a pas précisé, on va vous le dire maintenant, au cas où ça rebute quelques personnes, c'est un film qui est filmé au format 1:19:1. Donc c'est pas tout à fait carré. C'est un format, c'est presque carré, pas tout à fait carré. Je crois que ça fait du 19/16 ou un truc comme ça. C'est un format qui a été utilisé surtout entre la fin des années 20 et le début des années 30, quand le cinéma sortait doucement du muet. Et c'est en noir et blanc. Alors j'ai lu différentes choses après sur les caméras. J'ai lu que c'était filmé en 35 mm. Après j'ai lu que ça avait été monté sur des caméras modernes, mais ce qui est sûr c'est que les objectifs qui ont été utilisés pour filmer, il y en a un qui date de 1912 et les autres qui datent des années 30. Ouais, donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'équipe qui est autour de Robert Eggers, c'est tous des gros geeks de la technique. Ils adorent ça, ils sont passionnés par tout ce qu'ils font. Parce que là, on parle de Jarin Blaschke, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui étaient déjà là sur The Witch. En fait, ils travaillent tous ensemble depuis un court-métrage qu'ils ont fait. C'est une adaptation du Cœur révélateur d'Edgar Allan Poe. Donc tu as Jarin Blaschke, mais tu as aussi la responsable des costumes, tu as le production designer et le compositeur, et même la monteuse. C'est les mêmes depuis le début. Et en fait, tous ensemble, c'est un groupe d'amis qui est vraiment passionné, notamment par la technique. Et Jarin Blaschke, c'est un mec qui est allé carrément chiner ses objectifs pour ce film, quoi. Là, en l'occurrence, c'est Panavision qui lui a fourni les trucs. Ouais.
Il va souvent, en effet, chiner des objectifs, et au moment où Panavision a retrouvé ses objectifs, apparemment, il a été contacté. Et sans doute à la recherche Ils le connaissent. de ces objets-là, et c'est Panavision qui lui a fourni, alors apparemment, ça traînait dans la poussière, dans un vieux placard, et c'est eux qui lui ont fourni les objectifs avec lesquels ils ont filmé The Lighthouse. Puis même les filtres qui sont créés pour le film, tout ça, c'est des choses qui ont été créées spécialement, ou en tout cas retrouvées et réutilisées pour ce film-là. C'est des trucs qui n'ont pas été utilisés depuis des décennies et des décennies, quoi. Là, ils ont fait un travail limite d'historien du cinéma pour bosser là-dessus, quoi. Et ça donne un film qui a une texture, un cachet qui est assez dingue. Les aberrations, parce que les objectifs de l'époque surtout, alors je sais pas s'il y a eu des déformations liées à l'âge, mais ça crée des aberrations qu'on n'a pas sur les objectifs plus modernes. Ça a été laissé, ça n'a pas été retouché ni sur la lentille ni en post-prod. Donc il y a des petites aberrations parfois à l'image, des petites distorsions, ce genre de choses-là. Ça a été laissé, ça n'a pas été enlevé. C'est un film qui tourne tout autour d'un désir. Alors c'est pas de la reproduction, c'est surtout pas de la reproduction de ce qui a été fait avant, parce que le film ne veut pas nous faire croire qu'il date des années 20 ou des années 30, il n'est pas question de ça. Il y a un sound design notamment qui empêche totalement de nous plonger complètement dans cette idée-là. Mais c'est un film en tous les cas qui est jusqu'au boutiste, puisque même les objets qui ont été fabriqués pour le film l'ont été en sachant que ça allait être filmé en 1,19:1. Donc notamment le phare, puisque le phare, comme vous l'avez dit en première partie, a été construit pour le film, mais aussi les objets, la table à laquelle ils mangent, puisque parmi les grands moments qu'il y a dans le film, il y a notamment les rencontres, les repas qu'ils font autour d'une table, dans la pièce principale de leur petite cabine. Et cette table-là, elle a été fabriquée, et les objets autour aussi ont été fabriqués sur mesure pour convenir à ce type de format-là, à ce ratio-là, et ça donne un film qui est visuellement qui touche à une sorte de perfection. Enfin, pour Robert Eggers en tout cas, on sent qu'il y a une sorte de fétichisme, on va dire, plutôt qu'une perfection, un énorme fétichisme de l'image. Complètement. Quand je me suis renseigné sur la production du film, tu vois le fait que Robert Eggers est un ancien production designer. Pour ce film-là, le travail titanesque qu'il a fait, c'est dingue. En fait, il a commencé par faire un lookbook, tu sais, les espèces de moodboards qu'on retrouve généralement quand tu fais de la mode, quand tu fais de la décoration intérieure, tout ça, où il a mis toutes les influences visuelles qu'il voulait pour le film. Donc, tu as des bouquins, évidemment, tu as des peintures, de la musique, des documents historiques, des photos de marins de la Nouvelle-Angleterre, de 1890. Et en fait, ça, on le voit dès le début du film. Tu sais, quand tu as ce plan où il y a un regard caméra de Robert Pattinson et Willem Dafoe, avec le visage buriné qui fixe l'objectif, on a clairement l'impression que là, on a une photo de marin de Nouvelle-Angleterre qui est en train d'être prise. C'est assez fascinant, quoi. Donc le boulot, il s'est aussi inspiré de peinture d'Andrew Wyeth, qui est un peintre réaliste. Il s'est inspiré d'énormément de choses, quoi, de bouquins, des dictionnaires nautiques aussi pour l'argot des marins, mais visuellement, c'est vraiment ça. C'est vraiment les peintures et les photos des années 1890 que tu retrouves vraiment dans le film, quoi. Et il y a un énorme souci du détail. Je lisais une interview où il expliquait que, oui, même les boutons de manchette, enfin les boutons sur les vestes et tout, il avait fait très attention à ce que ce soit des boutons d'époque ou qui ressemblent ou qui soient qu'on puisse confondre avec ceux d'époque. Donc il y a une attention au détail qui rien que ça mérite d'être salué, parce que c'est rare, et dans le cinéma d'horreur ça l'est encore plus en fait. Quand on voit même si on a eu d'excellents films cette année, en 2019, là on est sur un niveau d'attention au détail qui est complètement maladif. Il y a un tel niveau en fait sur le détail que je lisais une interview dans le Mad Movies de décembre de Max Eggers où il parle de The Lighthouse, qui dit qu'il réfléchit au making-of qu'il va faire de ce film, et qu'il a un gros problème, c'est qu'il a peur que si le making-of est en couleur, qu'on voit trop les artifices utilisés pour le film, que ça casse la magie du film. Du coup, sa dernière réflexion, c'était de faire le film en noir et blanc. De faire le making-of du film en noir et blanc. Le making-of aussi, d'accord.
Alors il dit que c'est dommage pour la peinture du corps de la sirène, qui était selon lui magnifiquement peint, mais que ça risque trop de casser la magie du reste du film s'il fait un making-of couleur, quoi. Ouais. Après, il a quand même donné... C'est pas mal d'ailleurs, hein, parce qu'en interview, il dévoile quand même pas mal de ces petits trucs pour la réalisation, notamment que ce qui est filmé dans le phare ne pouvait pas être filmé tel quel dans le phare, parce que le diamètre du phare empêche 2 hommes et une caméra de se tenir avec un objectif, je crois que c'était un 50 mm ou quelque chose comme ça, avec un 50 mm d'avoir le cadrage qu'il veut, donc ils ont bougé les murs. Ils ont fait un phare dont les murs étaient évidemment amovibles, parce que sinon les pièces sont beaucoup trop étroites pour être filmées telles quelles. Donc il dévoile quand même énormément de choses en interview. Du coup ça m'étonne un petit peu qu'il soit à ce point tatillon sur le making of. Bah, c'est quelqu'un qui est tellement porté sur l'esthétique que je pense que le fait de faire un making-of, genre en bonus du Blu-ray ou du DVD, qui soit en couleur juste à côté de son film ultra travaillant noir et blanc, ça le dérange. Oui, en même temps, oui, je peux comprendre. En repensant au film, je peux comprendre. Du coup, ce film qui pour continuer dans les références et dans sa forme, dans ses caractéristiques formelles, c'est un film qui qui utilise énormément d'effets du courant expressionniste. Et donc c'est l'expressionnisme, pour en dire 2 mots, parce que on entend quand même souvent parler des grands films, des premiers films d'horreur, même si ça s'appelait pas comme ça au début, c'est un anachronisme de les appeler comme ça, mais les grands films d'épouvante des années fin des années 10, années 20 et début des années 30, comme étant des films expressionnistes. Et ce film-là utilise tout un tas d'artifices et de caractéristiques visuelles de l'époque. Donc je vais pas vous faire la fiche Wikipédia sur l'expressionnisme, mais ce qu'il est important de préciser, c'est que c'est un courant qui ne touche déjà pas que le cinéma, qui touche l'architecture, la peinture et tout un tas d'autres arts, et qui naît aussi au moment où la photographie est déjà là et où le cinéma est en train d'éclore. Et c'est un moment particulier où, du coup, la peinture n'a pas s'extrait un petit peu de toutes ces injonctions au réalisme, même si elle s'en était déjà aussi extraite avant. Et du coup, la peinture va commencer à prendre d'autres formes, et ces autres formes vont ensuite infuser dans la photographie, dans le cinéma, et vont donner le courant expressionniste au cinéma. Alors le courant expressionniste, à ma connaissance, un des premiers films expressionnistes, c'est Le cabinet du docteur Caligari, dont le thème était déjà la folie. Le thème principal du film, c'était déjà la folie. Et ça se traduit visuellement, disons, on pourrait dire par une recherche d'un effet d'image, donc qui on va dire met en avant le caractère image par image, c'est-à-dire qu'on va s'attarder sur des images qui ont une signification très forte, une symbolique très forte, mais sans oublier, contrairement à la photographie et à la peinture, que c'est des choses qui sont en mouvement et que c'est des suites de plans. Donc ça va être des choses hyper stylisées, des images à la construction, à la composition très photographique. Et on va avoir beaucoup ça dans The Lighthouse, des images à la composition très très photographique. Et donc voilà, une place accordée à la symbolique, c'est une symbolique qui est très très forte, qui est souvent explicite, qui est souvent du coup surréaliste, et en particulier, puisque on est au cinéma et que les images bougent et peuvent être réorganisées, les compositions peuvent se réorganiser, des effets de lumière qui vont accentuer des contrastes, des placements de caméra qui vont mettre en avant des ombres. On parlait de Nosferatu tout à l'heure, c'est complètement dans ça que Nosferatu va construire ses plus grands effets horrifiques. Et l'expressionnisme, c'est un courant artistique, mais c'est aussi un courant artistique qui porte quand même des revendications politiques, aussi peut-être des revendications éthiques. Là, peut-être que The Lighthouse est moins là-dedans. Pour le coup, il se trouve, alors, hasard de l'année, il se trouve que j'ai regardé quand même pas mal, quelques films expressionnistes cette année, de l'expressionnisme allemand en particulier, mais un petit peu aussi quelques films japonais. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout à fait la critique ou le rapport à l'éthique et au social que les films expressionnistes entretenaient alors avec leur époque. On retrouve peut-être pas forcément ça dans The Lighthouse, mais à la limite, le film fait déjà beaucoup, donc à la limite, c'est pourquoi pas, quoi. Et donc, pour finir sur l'expressionnisme, ça va être tout simplement
En quoi c'est important ? Bah, ça va être un des courants qui va être à l'origine de l'horreur au cinéma. Hein. C'est les premiers films considérés a posteriori comme des films d'horreur sont des films expressionnistes, et c'est un art un mouvement qui va se diffuser après plus largement dans le cinéma au moment où le régime nazi va s'installer en Allemagne et que les nazis vont considérer l'expressionnisme comme un art dégénéré. Il y a énormément d'artistes qui vont fuir l'Allemagne à ce moment-là et qui vont aller notamment dans le cinéma américain. Et les grands films de monstres des années 30, notamment de Universal, reprennent des compositions de l'image qui sont issues de l'expressionnisme, parce qu'il y a aussi des gens qui ont fui l'Allemagne pour aller dans ces studios-là. Donc c'est ça, quand on parle d'expressionnisme, on parle un petit peu de tout ça, et je pense qu'il faut le préciser de façon pour comprendre ce film de Robert Eggers. C'est vrai que visuellement, ce film-là, chaque image suinte complètement l'expressionnisme, puisque, tu le disais, il y a ce contraste très fort. Chaque image est pensée comme une photographie, des images extrêmement marquantes, et puis ce ratio d'images, dont on parlait tout à l'heure, quasi carré, qui évoque justement ce qui était utilisé à l'époque dans l'expressionnisme. C'est vrai que les films de Fritz Lang étaient dans ce format-là. On a énormément de films de l'expressionnisme, notamment allemands, qui sont dans ce format-là. Donc il y a une vraie référence visuelle, ne serait-ce que dans le choix du cadre pour faire ça. Ce qui se rapproche aussi de l'expressionnisme, c'est le côté assez sombre. C'est vrai qu'on a l'habitude dans ces films-là d'avoir des noirs et blancs très marqués, très contrastés, mais aussi surtout une ambiance très très sombre. Là, dans le film, c'est forcément... et c'est logique, particulièrement dans les scènes de nuit, mais là, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez amusant. Enfin, ça m'a frappé quand j'ai regardé le film. Le fait que les scènes de nuit, donc il y a un noir très présent, ça m'a donné l'impression d'élargir le cadre. Si tu veux, parce qu'on peut se sentir un petit peu étriqué par ce format quasi carré, qui fait que ça retranscrit bien l'isolement, le confinement qu'on a dans le phare, et puis ça met aussi bien en avant les visages de Robert Pattinson et Willem Dafoe, qui sont souvent filmés en gros plan, mais ça donne surtout cette impression d'enfermement. Et quand on était dans des scènes très sombres, paradoxalement, je me suis senti moins enfermé dans les scènes sombres parce que les contours du format carré s'effaçaient dans l'ombre. Donc j'avais l'impression que d'un coup le cadre s'élargissait, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'il fait très sombre sur les côtés. Et ces ombres-là, qui sont sublimes, ça permet d'invoquer un imaginaire qui est l'imaginaire de Lovecraft, donc il y a une des références assumées d'Eggers pour ce film évidemment, mais il y a aussi les créatures tapies dans l'ombre. En fait, l'horreur Lovecraftienne, pour le dire en gros, si vous voyez pas ce que c'est cette idée que c'est une horreur invisible, que si on la voit, on devient fou. C'est tellement horrible qu'on ne peut pas s'imaginer. Voilà, c'est ça. C'est l'indicible. C'est l'indicible. Et c'est la chose dont on a du mal à déterminer la forme, dont on a du mal à déterminer le contour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tentacules et beaucoup de choses comme ça, tentacules qu'on va retrouver dans The Lighthouse aussi d'ailleurs. Exactement. Donc c'est vrai que quand on voit les tentacules à première vue dans le film, on peut penser au Kraken puisqu'on est dans un univers marin, mais en fait en y réfléchissant un peu plus et en se mettant dans cette idée que l'ombre est omniprésente, et on pense aussi forcément à Lovecraft, puisque c'est vrai que les représentations qu'on a de Cthulhu, le grand ancien de Lovecraft, c'est aussi avec des tentacules. Alors là, dans le film, c'est un petit peu grand guignol à mon goût par moment, la manière dont les tentacules apparaissent, hormis la première fois elles apparaissent quand on est tout en haut du phare. Oui, là c'était un scène peu gênante, angoissant, très gênant. D'ailleurs, je pense que gênant est un mot qui caractérise bien la majeure partie du film. Alors c'est vrai devant ce film. Non, c'est vrai, mais ça touche cette gêne. Déjà, elle est voulue. C'est-à-dire qu'on veut nous mettre mal à l'aise. Après, elle est parfois je la trouve un peu faussement subversive, dans le sens où il y a des scènes de masturbation de Robert Pattinson et de Willem Dafoe, sauf que celles de Willem Dafoe, on les voit, elles sont davantage suggérées que montrées. Et il y a tout un tas de trucs comme ça même sur la partie sonore, que ce soit il y a des bruits, il y a un mélange de bruits très organiques et un mélange de bruits très métalliques. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui sont désagréables en fait, et même si parfois ça se veut subversif et ça on fait peut-être c'est peut-être un petit peu gratuit dans la subversion. En revanche, le côté désagréable, je l'ai trouvé particulièrement bien fichu parce que t'as une large place laissée à quelque chose qui est crade, qui est poisseux et qui rend le truc très viscéral. On parlera dans le sound design, mais il y a un truc très particulier sur le fait que Willem Dafoe n'arrête pas de péter dans le film.
Oui, Mais c'est important, tu vois. Au début, la première fois que je vois le film, j'entends ça, je me dis, mais attends, c'était quoi ce bruit? Parce qu'en plus, on le voit pas. Et après, il recommence, je fais, ah putain, mais il a pété. Et c'est un truc sur lequel on reviendra. C'était une vraie volonté propre d'Eggers, l'épée, de surprendre le spectateur avec ça. En fait, je lisais, donc c'est dans son interview à Manovis qui raconte ça. Il dit que quand il a fait The Witch, il s'est dit, ok, je me prends peut-être un peu trop au sérieux avec ce film. Donc, il a essayé de mettre un peu d'humour dans The Lighthouse. Ah, c'était un effet humoristique? Voilà. Alors, selon lui, cette rupture de ton qu'on a là, où genre vraiment ça commence sur un film hyper dark et tout, et d'un coup, Willem Dafoe pète un coup. Pour lui, c'était sa manière de dire que c'est « Ah, vous voyez, je mets un peu de comique dans mon film. » Sauf que ça fonctionne pas du tout pour moi. Ah non, ça fonctionne pas pour moi non plus, mais par contre, je trouvais que c'était intéressant. Pour moi, c'est cette tentative parfois qu'il a de vouloir détendre un peu l'atmosphère avec des choses, mais je suis pas fan de ces ruptures de ton-là. Il y a peut-être des gens qui vont apprécier. Moi, ces ruptures de ton-là m'ont déplu, m'ont parfois un petit peu sorti du film. Je crois que les rares fois où j'ai regardé un petit peu mon téléphone, voir où on en était dans le film, c'est quand il y avait ça. Mais c'est... Parce que sinon, c'est vraiment une expérience où on est à fond dedans. Les seuls moments où je suis un petit peu sorti, c'est ces moments-là où, en fait, j'ai senti qu'il faisait des petites ruptures de ton qui me plaisaient pas. Alors, je t'avoue que je les ai pas du tout vécues comme des ruptures de ton, perso. Je les ai pas du tout vécues comme ça, et à un moment donné, sur toute le duel qui va s'installer entre les deux personnages, à un moment donné, Robert Pattinson, Ephraim Winslow va reprocher à Thomas Wake de péter. Il va dire, mais il faut que t'arrêtes avec ça, c'est dégueulasse. Et moi, je l'ai vraiment pris comme... il n'ose pas faire ça, Robert Pattinson, Ephraim Winslow, il n'ose pas faire ça, tu vois. Et tu sens que Thomas Wake, il en a rien à faire, tu vois. Il lui pète dessus, il lui manque de respect, tu vois. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, à la sortie du film, je me suis vraiment dit ça m'a posé question quand même, parce que c'était incongru, en fait. C'était incongru. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est rarement utilisé, le P est rarement utilisé en dehors de l'effet comique, tu vois. C'est toujours utilisé comme un effet comique. Et là, je me suis dit, putain, c'est un film qui utilise ça, ce son, comme autre chose qu'un effet comique, puisque ça participe à faire monter la tension entre les deux personnages, au final. Il va lui reprocher. Et moi, j'avais peur qu'il lui reproche pas et que ce soit juste un truc comme ça, gratuit. Mais à un moment donné, quand même, il lui reproche, et je me suis dit, ça a participé à la mise en tension de ces deux personnages. Au fait que, il le déteste, tu vois, pas qu'il le déteste, mais il le supporte plus. Et il lui supporte plus en partie pour ça. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, c'est rare d'utiliser le prout comme ça. Bah là, en l'occurrence, il l'avait utilisé pour faire un peu rire, mais comme c'est Eggers et qu'il réfléchit un petit peu derrière à comment il va l'utiliser, évidemment, il le réutilise à la fin pour en faire un élément dramatique. Mais le fait de le mettre à ce moment-là précis dans le film, c'est-à-dire quasi au début, quand il commence à s'installer dans le phare, c'est pour montrer que, ouais, vous voyez, c'est sombre et tout, mais bon, on peut se détendre un petit peu. Ouais, c'est pas la peine, en fait. Vous pouvez juste faire une montée en tension dedans, quoi. Enfin bon, je voulais revenir sur un des principaux reproches que j'ai lus sur le film. Un des principaux reproches que j'ai vus, c'est que The Lighthouse est un film de poseur. Que c'est un mec qui se regarde filmer, que c'est certes une expérience visuelle, mais que c'est très creux. Que c'est hyper formaliste mais que le fond est très flou, bref, que c'est littéralement comme le fait Robert Pattinson dans le film, un réalisateur qui se pignole en faisant son film. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je sais pas ce que t'en penses. Moi non plus. Je suis pas... Alors, il y a un truc sur peut-être un des trucs que j'ai pas aimé dans le film, c'est que du coup, il y a un cadre qui est si rigide, il y a un cadre qui est si travaillé, que finalement... le thème de la folie, il transparaît pas comme il aurait pu transparaître. Il y a pas de folie dans, c'est bizarre, c'est une folie technique, mais il y a pas de folie dans la mise en scène, finalement, où il y en a très peu. Et au final, j'ai eu l'impression qu'il y avait une manière d'exprimer la folie qui, au final, se retrouvait un petit peu bridée par le cadre, et c'est peut-être ça qui fait que certains ont vu le film comme un film creux, et peut-être aussi parce que du coup la part visuelle, la part disons esthétique, pour utiliser les grands mots, est si forte que ça empiète un petit peu sur le reste. Après, pour moi, j'ai pas trouvé non plus que c'était un film de poseur, parce que là il y a une telle maîtrise
de ce cinéma-là, une telle maîtrise de la caméra, de la lumière, de tellement de choses que, enfin, tu peux pas juste balayer ça et le catégoriser en film de poseur. C'est virtuose, en fait. C'est un film qui est virtuose. C'est pas mon film préféré de l'année, c'est même pas mon film d'horreur préféré de l'année, mais ça reste un film qui est virtuose. Ouais, moi c'est peut-être ça un des reproches que je pourrais faire au film, c'est que j'ai bien senti la démonstration technique. Elle est folle, ça, tu peux pas remettre en question la démonstration technique de ce film, c'est le soin apporté à chaque plan, à chaque image, à chaque source de lumière, c'est juste ma boule, même au production design comme on en a parlé tout à l'heure. En revanche, j'ai pas ressenti de grande émotion devant le film, et c'est peut-être ça qui m'a un peu attristé, a posteriori, c'est que j'ai été un peu mal à l'aise devant certains visuels, il y a certains visuels qui m'ont ébloui aussi, parce que voilà, t'as des plans qui sont sublimes, mais j'ai pas eu d'émotion de type tristesse, ou même de la peur, ou même de la joie, j'ai juste eu un espèce d'inconfort pendant le film à des moments, mais bon, c'est le but recherché, donc au final je sais pas vraiment si c'est une faiblesse ou pas, mais j'ai pas ressenti d'horreur au plus profond de moi, j'ai pas été chamboulé un petit peu psychologiquement par le film, j'ai pas eu peur. Non, mais le film ne peut pas faire ça non plus. J'étais juste confus, en fait. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message quand je suis sorti, où je t'ai dit qu'en gros, il allait me falloir quelques jours pour le digérer, parce que je savais pas quoi en penser en sortant de la salle. Après y avoir réfléchi, j'ai mis le doigt sur ce qui m'a dérangé, je pense, c'est que le scénario est très confus. En fait, j'ai eu la sensation que l'histoire était secondaire dans le film, qu'elle passait vraiment au second plan, derrière la prouesse visuelle. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'on me raconte une histoire comme on a pu me le raconter dans The Witch, où la fin était ouverte, dans The Witch, enfin plus ou moins ouverte, mais où on a, dans The Witch, on a le destin de cette jeune fille, on la suit d'un point A à un point B, il se passe quelque chose. Sur The Lighthouse, il y a énormément de zones de flou, on ne sait pas finalement à la fin si Robert Pattinson était fou, on ne sait pas si ne serait-ce que Willem Dafoe existait réellement, ou s'il est mort au tout début du film, en fait on ne sait pas. Et il y a tout un pan du film qui évoque le conte, qui évoque la mythologie. Et en fait tout ça c'est saupoudré comme ça partout dans le film, mais c'est jamais vraiment utilisé comme moteur de narration. C'est un truc que je trouve un peu dommage. On voit que Robert Pattinson devient peut-être fou parce qu'il voit une sirène, mais c'est un petit peu un des seuls moments où c'est vraiment utilisé dans ce sens-là. À la fin, il va essayer d'aller vers la lumière, ce qui explique oui, il y a un truc avec la lumière du phare aussi. La lumière du phare, c'est l'objet du désir aussi. Il y a un truc métaphorique tout au long du film. Et donc, Robert Eggers dit qu'il a conçu son film, comme The Witch d'ailleurs, comme un conte folklorique et mythologique. Donc effectivement, on retrouve les éléments de conte, on retrouve la sirène, il y a Neptune, il y a une grosse part aussi du mythe de Prométhée, et d'ailleurs je pense que le film mérite des revisionnages aussi en partie pour ça, parce que je n'ai pas réussi à comprendre où il voulait aller, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer toi, avec cette référence appuyée à Prométhée, puisque le plan final du film, c'est littéralement Robert Pattinson nu au pied du phare, qui se fait bouffer le foie par des mouettes, quoi. Donc, après avoir vu la lumière, donc c'est vraiment, on peut pas faire plus Prométhée que ça, quoi. Alors pour moi, ça m'a pas dérangé que ce soit, comme tu dis, saupoudré, parce que si ça avait été plus que ça, là on aurait versé dans le Grand Guignol. Là, on aurait vraiment versé dans le Grand Guignol. Et moi, pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Même si on sort forcément du film enfin, pas forcément, mais moi, en tout cas, je suis ressorti du film avec une petite frustration. Parce que t'as envie de voir quelque chose qui va te bouleverser. Là, pour moi, c'était une utilisation maligne et modérée et raisonnée de la mythologie. En faisant quand même des plans qui soient très expressionnistes. C'est-à-dire que y a pas de doute sur le fait qu'on les voit, tu vois. La tentacule de pieuvre, elle est là, la sirène, elle est là. Il y a tout un tas de trucs, on les voit. Mais en même temps, que ce soit distillé de cette manière-là, c'est vrai qu'il y a peut-être une tension comme ça entre une manière de construire ces images qui serait de l'ordre de l'expressionnisme, et du coup peut-être essayer de ne pas trop en dévoiler derrière, ou de le saupoudrer, de le mettre comme ça par touche. Mais moi, pour le coup, ça m'a pas dérangé. Et pour moi, les évocations mythologiques, elles sont presque secondaires, et là pour le coup elles sont presque plus du plaisir et du délire visuel. Pour moi, il n'y a pas trop de doute, en fait. Moi, le récit, je l'ai trouvé plutôt clair. J'ai pas eu l'impression d'être dans le flou, parce que Robert Eggers, il apporte volontairement pas de réponse à certaines choses, quoi. Il répond à ses questions, pour le coup, il y a pas de souci. Lui, il sait où il va, il répond exactement à ses questions, mais il laisse volontairement comme ça dans le flou. Et ça m'a pas plus dérangé que ça.
Parce que quand je suis sorti du film, déjà, je pense que chaque personne qui sort du film ressort un petit peu barbouillé. Ok, il s'est passé quelque chose. C'est une des grandes forces du film, hein, c'est que il décontenance quand même. Enfin, je pense pas que tu sortes du film en étant ah ok. Voilà. C'était cool. Voilà, non, il y a forcément des réflexions qui s'amènent après avoir vu le film. Mais je sais pas. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dedans parce qu'on en avait discuté. The Witch. Au premier visionnage, j'étais pas rentré dedans du tout. Et là, j'étais rentré dedans au deuxième visionnage et j'avais compris la maestria visuelle et aussi voilà j'ai beaucoup aimé The Witch au final. Là, je savais à quoi je m'attendais, donc je suis allé voir le film. Je me suis dit ok. Essaye vraiment de rentrer dedans, oublie le fait qu'on est sur du format quasi carré, en noir et blanc, que ça va très peu parler, que ça va partir en vrille dans tous les sens. Et ça crie cinéma d'auteur, quoi. Voilà, c'est ça, il y a des balises dans tous les sens qui crient cinéma d'auteur. Ouais. Mais je suis rentré dedans. En revanche, ça m'a pas empêché de remarquer qu'il y a un rythme assez lent, une narration qui avance très lentement, et d'un coup ça pète, et d'un coup ça s'arrête. Et en fait, ouais, ça peut décontenancer. Je comprends qu'on puisse ne pas rentrer dans le trip, par exemple, et c'est exactement ce qui s'est passé pour des personnes qui sont allées le voir en même temps que moi. Alors, tu m'as teasé cette anecdote, du coup j'ai hâte de l'entendre. Ouais, bah alors, le truc c'est que donc moi j'habite en région parisienne, hein, toi Charles t'habites à Lyon. La plupart du temps, et je sais c'est pas bien, mais c'est normalement plus pratique pour moi, je vais au UGC des Halles, parce que c'est en un coup de RER j'y suis. Et généralement, il n'y a pas grand monde pour voir ce genre de film. Là, en l'occurrence, il y a la grève, donc je ne suis pas allé, j'ai pas pris les transports pour aller à Paris. Je suis allé pas très loin de chez moi, dans un petit cinéma qui est en fait à 30-40 minutes à pied de chez moi, donc j'ai traversé 30-40 minutes à pied dans le froid pour aller au cinéma voir The Lighthouse. C'était déjà une expérience. Et ça te mettait en condition un petit peu quand même. Voilà, déjà, je me suis un peu réchauffé avec un café en attendant la séance, tout ça, et donc je suis rentré, j'ai regardé le film. Et là, je vois arriver deux amis d'une quarantaine d'années, qui viennent voir le film, qui arrivent, tu vois, pendant les bandes annonces, genre, tranquille, elles s'assoient, elles disent, ah bah, joyeux Noël à tout le monde, parce que je suis allé le voir le 25 décembre. Et donc, elles s'installent et tout, et elles sont juste devant moi, et je les vois petit à petit dans le film être mal à l'aise, genre vraiment très très mal, pas bien, et il y en a une qui finit par ne pas regarder la fin, c'est-à-dire qu'elle le regarde par terre carrément. Pendant les 10 dernières minutes. Et à la sortie du film, moi je sors un peu chamboulé, mais ça va quoi. Et elle s'adresse directement à l'ouvreuse avec qui j'avais discuté juste avant et qui m'avait dit le film est génial, parce qu'elle aime beaucoup Eggers. Mais elle dit à l'ouvreuse en sortant, n'allez surtout pas voir ce film. Et donc moi, un peu curieux, je fais pourquoi tout ça. Et là elle se retourne vers moi, choquée, elle me dit mais vous avez aimé ce film ? Et je fais aimer, je sais pas, mais oui, c'était intéressant à regarder en tout cas, c'était très intéressant. Et là, elles n'ont pas compris. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce qu'elles m'ont expliqué. Elles étaient allées voir ce film par hasard, sans connaître Robert Eggers, sans savoir à quoi s'attendre. En fait, elles ont vu l'affiche du film avec Robert Eggers, avec Willem Dafoe, Robert Pattinson. Et elles voulaient juste aller, donc je décide, voir un film ce soir-là, pour se détendre. Elle s'attendait à un drame, j'imagine, classique, tu vois, avec les deux, histoire de deux gardiens de phare, qu'il arrive des mésaventures dans un phare, mais rien de très effrayant, rien de très bizarre. Et alors déjà, elles m'ont dit que le format et le noir et blanc, ça les a bloqués d'entrée. Ah ouais, ça c'est ouf. Ah mais oui, mais c'est particulier aussi, hein. On n'a pas l'habitude de voir des films comme ça au cinéma aujourd'hui. Donc puis le macabre, le rythme un petit peu lent dont je parlais, et puis l'horreur visuelle qu'on a parfois. Je pense que par exemple la scène où Robert Pattinson se tape une sirène dont on voit le vagin poisson, elle devait être un peu mal à l'aise. J'avais oublié ça. Voilà, moi c'est une des images que je garde du film, hein. Je suis traumatisé par cette image, mais bon. Donc voilà, une d'entre elles n'a pas pu regarder la fin, et elles m'ont dit qu'elles s'attendaient vraiment pas à ça, quoi, qu'elles ont pas pu regarder la fin parce que ça les a vraiment braquées, quoi. Mais complètement. Mais elles sont quand même restées dans la salle. Elles sont restées parce que je pense que par principe, c'est des personnes qui ne veulent pas quitter la salle quand un film leur déplaît, mais qui veulent aller au moins rester jusqu'au bout. Donc je leur ai dit quand même, mais du coup, avant de voir ce film, vous aviez pas vu The Witch Et elles m'ont dit non, qu'elles savaient pas ce que c'était. Et je leur ai dit de ne surtout pas regarder The Witch, parce que si elles ont été traumatisées par ça, je pense que The Witch, ça va être pareil, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un film qui divise. The Witch est plus traumatisant, peut-être. J'étais plus traumatisé par The Witch. D'ailleurs, je pense que j'ai préféré The Witch. The Witch, la scène où la sorcière, elle est en train de préparer une décoction avec visiblement du bébé, c'est quand même, c'est plutôt... Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai été plus traumatisé par The Witch que par The Lighthouse, et j'ai préféré The Witch.
Alors moi je pense que j'ai préféré The Lighthouse, mais ça tient, tu vois, je sais plus dans quel épisode on parlait des goûts personnels, où tu vois, moi j'aime bien les films des années 2000 parce qu'il y a un univers qui me plaît bien. Là en l'occurrence j'aime beaucoup l'univers des Gardiens de phare. Donc moi tu me mets deux mecs sur une île avec un phare bizarre, ça marche tout de suite. Alors que... En plus c'est rare, j'ai essayé de chercher les films d'horreur avec des phares. Bah, ces 10 dernières années, il y en a pas eu tant que ça, hein. Il y en a un, il y en a eu avec Gerard Butler il y a pas longtemps. Ouais, oui, mais oui. Qui avait l'air un peu naze. Gerard Butler. Qui est lui aussi inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs, mais pas celle des Smalls, une autre histoire. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un autre film de phare qui est sorti il y a pas longtemps, mais sinon, à part ça, c'est un genre qui est pas ultra représenté. Alors qu'il y en a eu plus dans les années 2000, j'ai l'impression. Oui, puis je voyais, il y a Mad Movies, justement, en plus de l'interview de Max Eggers, a fait un article sur une critique du film, et il disait que, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir que l'histoire tourne autour du phare pour que ce soit un film de phare. S'il y en a un qui est au loin, qui sert de point central du film, et il citait notamment le film de Scorsese, Shutter Island, où le phare a une énorme importance. Très bon film de phare, où le phare n'est pas au centre du film forcément, mais c'est un très bon film par exemple, parce qu'on a cette notion de on est isolé, on a la folie qui guette. Je trouve que Shutter Island est un très bon film de phare, même si la majeure partie de son intrigue se passe pas dans un phare par exemple. On a cette claustrophobie, on a cette folie. C'est aussi quand même un meilleur film sur la folie, Shutter Island. Oui, mais en même temps, là c'est un peu le problème que j'ai eu avec The Lighthouse, c'est que les thématiques m'ont pas sauté aux yeux. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment le visuel. Après, ce que ça racontait, un petit peu moins. C'est comme j'ai eu l'impression que le film ne racontait pas grand-chose. Il y avait il y avait une dissonance entre le cadre formel du film et peut-être son thème. Après, c'est marrant, il y a ce truc aussi de ne pas mettre en scène forcément différemment les scènes oniriques, les suggestions mythologiques et les scènes classiques. Il y a ce choix-là, et c'est marrant parce on est quand même en 2019. Il y a aussi, alors j'ai détesté ce film-là, mais il y a Joker qui est sorti. J'ai détesté aussi, je l'ai vu récemment, j'ai pas du tout compris la hype. Vraiment, j'ai une répulsion totale pour ce film, mais aussi où il y a ce parti pris de ne pas mettre en scène différemment les scènes d'hallucination, les scènes de délire, des scènes réelles, et de créer du flou, justement en ne différenciant pas ces types de scènes-là, ce qui peut-être se faisait, et peut-être quelque chose qui se fait de plus en plus, j'ai l'impression. En tout cas, il y a eu ces deux films en 2019 qui m'ont rappelé ça. Mais oui, sinon le délire formel et le thème sont pas forcément toujours les plus à même. Alors que je sais pas, dans le cabinet du Dr Caligari, il y a en plus c'est un film à twist. Shutter Island et le cabinet du Dr Caligari, ils ont ça en commun d'à la fois traiter de la folie et de nous faire vivre des twists qui sont forts, ce que Robert Eggers prend le parti de ne pas faire aussi. Ouais, et c'est ça qui déroute un petit peu aussi. C'est que tu arrives vers la fin du film et tu te dis, bon, l'histoire était un petit peu floue jusque-là, mais c'est pour nous préparer à un twist de ouf, comme on a le droit dans ce type de film habituellement. Et là, non. Et en fait, il n'y a pas de twist, pas de résolution, pas de réelle résolution, puisque en fait, les deux personnages meurent et puis voilà. Et on saura pas ce qui s'est passé, quelle est la nature de la lumière. Est-ce qu'il y avait vraiment un délire avec la lumière ou pas? Voilà, il y en avait, ouais. Non, parce que ça peut être juste de l'allégorie, ou ça peut être juste des hallucinations, parce qu'au final, les tentacules qu'on voit tout en haut du phare et le fait que la lumière s'ouvre, tout est du point de vue de Robert Pattinson. Et comme Robert Pattinson a littéralement vu une sirène sur la plage, bon, bah, à ce niveau-là, tout peut être faux. Et il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est sur on va en reparler du duo de Robert Pattinson et William Dafoe. Dans la deuxième partie du film, Robert Eggers commence à nous faire comprendre que peut-être que c'est Pattinson qui déraille depuis tout le début du film, avec William Dafoe qui se met mais c'est toi qui as cassé le bateau, c'est toi qui m'as couru après avec une hache. Alors que littéralement 3 secondes avant, on a vu que c'est William Dafoe qui le faisait. Et là, il se passe un truc que j'ai trouvé vachement intriguant, c'est on se pose la question, attends, est-ce que Robert Pattinson est timbré et il a vraiment fait ça, ou est-ce que c'est Willem Dafoe qui le manipule en lui faisant croire qu'il est timbré? Et ce moment-là, j'ai trouvé ça intéressant, et ça ne revient pas après. Il n'y a pas de résolution à ça. Ça reste en suspens, et voilà, autant j'ai trouvé cette scène-là, cette réplique-là, vraiment bien, mais c'est pas suivi d'effet.
Il n'y a pas de, Ouais, il je y a suis pas de d'accord, conséquences ouais. à ça, en fait. C'est vrai. Et pour revenir du coup sur ce duo d'acteurs particulier quand même qui a eu quelques difficultés sur le tournage. J'ai lu pas mal d'interviews, notamment la plus grande, je la posterai, faudra la mettre sur Twitter parce qu'elle était quand même particulièrement intéressante, il y avait beaucoup d'informations. C'est The Verge, le site, alors c'est un site tech américain, donc normalement c'est pas forcément leur plus grand délire, mais ils ont publié une assez longue interview de Robert Eggers, et notamment sur les délires, comme tu disais, les délires geeks, de prendre des objectifs comme ça qui ont pour certains plus d'un siècle, et de les adapter sur des caméras plus récentes, et d'avoir tout ce production design qui tourne autour d'un format presque carré. De tourner en 35 mm aussi, c'est des De choses tourner qui en se font de 35 moins en moins, mm, ouais. d'ailleurs. Robert Eggers disait qu'il avait eu du mal à trouver, que quand il avait tourné certaines scènes, il avait notamment un assistant réalisateur de 60 ans qui lui a dit qu'il a jamais tourné en pellicule. Donc ça veut dire que c'est de plus en plus rare, de plus en plus difficile de tourner en 35 mm, quoi. Ouais. Et donc, du coup, dans cette grande interview, ils reviennent aussi sur la relation qu'il y a eu entre Willem Dafoe et Robert Pattinson. Et alors là, c'est marrant parce que le jeu des deux acteurs a été encensé, et à juste titre, je pense, c'est assez magistral de ce point de vue-là. Et c'est marrant parce que il y a eu des petites tensions. Robert Eggers et Robert Pattinson en sont presque venus aux mains. Sur le tournage. Ouais, carrément, parce que, alors comme je te le disais juste avant l'enregistrement, Robert Pattinson n'aime pas beaucoup les répétitions. Répéter ses scènes avant le tournage, apparemment, c'était pas son truc. Et Willem Dafoe lui a un petit peu reproché dans une autre interview. Il a un petit peu reproché parce que Willem Dafoe, il vient du théâtre. C'est un homme de théâtre à la base. Et, les répétitions, ça fait partie de sa vie, quoi. Il sait répéter, il sait dans quel rythme entrer pour être à son meilleur niveau pendant une scène. Donc il sait gérer tout ça, et Willem Dafoe est fabuleux dans le film. Robert Pattinson, c'était pas trop son truc. Et du coup, il arrivait sur certaines scènes sans répétition, alors que Robert Eggers voulait qu'il y ait des répétitions. Et il lui a refait faire notamment une scène en extérieur où il lui envoyait des kilotonnes d'eau glacée en pleine tête. Il lui a refait faire 5, 6, je sais plus, il y a une scène, sa première scène de rentrée dans l'eau, il rentre littéralement, il rentre dans l'Atlantique, il rentre dans l'océan Atlantique, il a fait faire 25 fois. Jusqu'à ce que Robert Pattinson dise à ce moment-là j'avais envie de tout arrêter et de lui coller une énorme droite parce qu'il me refaisait faire cette scène éternellement. Alors c'est pour différentes raisons, soit pour avoir peut-être un peu plus de choix évidemment au moment du montage, mais aussi parce que sur la pellicule la brume se déposait très vite, donc il fallait retourner des scènes jusqu'à espérer qu'à un moment donné le brouillard ne l'empêche pas, ou la buée n'atteigne pas l'objectif. Donc ça a été un petit peu compliqué quand même sur le tournage. Les conditions, comme on l'a dit en première partie, étaient difficiles, mais en plus, Willem Dafoe et Robert Pattinson ne sont quasiment pas parlé du tournage. Ils se sont quasiment pas parlé, ce qui a amené quand même Willem Dafoe à lui dire tu m'as perturbé quand même. Il a dit tu m'as perturbé, je savais pas trop sur quel pied danser parce que tu me parlais pas, on échangeait très peu, ce qui au final fera dire à Robert Eggers que c'était peut-être pas plus mal, et ça marche très bien, puisque le personnage d'Ephraim est très mal à l'aise pendant toute une partie du film, et au final, visuellement, il y a tout un tas de choses qui ont fonctionné. Faut savoir aussi que le premier échange, c'est que on parle de référence au film muet et tout, il y a du son, il y a beaucoup de son, il y a beaucoup de sound design, mais le premier échange entre les deux acteurs intervient au bout de 7 ou 8 minutes de film, Ils ne se parlent pas avant ça. Après le P, je crois d'ailleurs. On entend le P avant qu'ils discutent. Tout à fait. Ouais, exactement. Donc c'est aussi, ils se sont peut-être pas beaucoup parlé pendant le tournage, mais il y a aussi beaucoup de moments dans le film où ils ne se parlent pas, où ils se regardent peut-être un peu en chien de faïence, où il y en a un qui observe l'autre en train de dormir, et du coup la tension, j'ai trouvé ça intéressant que cette tension elle soit aussi dans le tournage, parce que finalement on a presque l'impression qu'on la ressent dans le film. Ça tient aussi au statut de ces deux acteurs-là, qui correspond à peu près en fait au statut des personnages du film. On a Willem Dafoe dans le film, son personnage qui est un gardien de phare, qui a l'habitude, qui connaît cet endroit, Willem Dafoe c'est un acteur qui n'a plus rien à prouver, qui a fait beaucoup ses preuves dans le cinéma indépendant. Et de l'autre côté, on a Robert Pattinson qui, malgré tout son talent, et d'ailleurs j'en profite pour le dire, il est fabuleux dans ce film, mais il est aussi fabuleux dans d'autres films. Robert Pattinson est un grand acteur, et je comprends pas la polémique qu'il y a eu quand
on a dit qu'il allait jouer dans le nouveau Batman et que les gens ont dit « Oh, Robert Pattinson, il est nul, c'est Twilight et tout ». Non, Robert Pattinson est un très grand acteur. C'est les geeks, ça. C'est pas... Voilà, non mais ça, c'est des choses que j'en ai marre d'entendre, en fait. Robert Pattinson est un putain d'acteur, il le montre dans ce film, sauf que effectivement, aux yeux du grand public, il doit le prouver. Et un film de Robert Eggers en noir et blanc, ultra arty comme ça, c'est l'occasion pour lui de le prouver. Et on sent qu'il veut faire ses preuves. Je pense que ceux qui ont critiqué Robert Pattinson pour son rôle de Batman ne verront pas The Lighthouse, malheureusement. Non, bah non, mais c'est dommage pour eux, parce que c'est bien. Enfin, j'allais dire, c'est bien. Avec ce genre de film, c'est un petit peu comme comme quand je vais faire un parallèle, mais enfin pour moi ça a du sens. C'est comme quand je suis allé pour la première fois dans un restaurant 3 étoiles. Voilà, je suis allé chez Anne-Sophie Pic à Valence, donc c'était un cadeau pour ma sœur qui est fan de cuisine comme moi. Et à chaque fois on me dit alors c'était bien un 3 étoiles, ça doit être fou quoi. Et j'aurais dit c'était intéressant parce que on est dans un autre registre. J'ai pas pris de vrai plaisir à manger chez Anne-Sophie Pic par exemple. Par contre, j'ai pris un énorme plaisir à décortiquer ce que j'avais dans mon assiette, à voir le processus créatif qu'elle avait enclenché pour faire ces plats-là, les explications qu'il y avait autour, le décorum, tout ce qui fait l'expérience 3 étoiles m'a plu. En revanche, je peux pas dire que j'ai passé un moment forcément ultra agréable d'un point de vue culinaire. Là, avec ce type de film, c'est un peu la même chose. Quand je vais voir un film de Robert Eggers, quand je vais voir un film d'Ari Aster, je m'attends pas à passer un bon moment, un plaisir genre où je vais être bien devant le film. Si je veux ça, je vais consommer comme quand je consomme du fast-food, je vais regarder un film, un slasher des années 2000. Mais quand je vais regarder ces films-là, c'est pour les décortiquer, c'est parce qu'ils m'intéressent, parce que j'ai envie de voir la proposition qu'on va me faire de cinéma. Donc là, en l'occurrence, The Lighthouse, je vais pas dire que j'ai passé un moment agréable devant le film, ce serait faux. Par contre, c'est un film qui m'a marqué, comme le dîner chez Anne-Sophie Pic m'a marqué, et auquel je vais repenser, que je trouve intéressant à analyser et à décortiquer, quoi. Donc, voilà. Il y a une différence, c'est que le prix d'une place de ciné ne varie pas. Oui, voilà. Je peux aller voir Nicky Larson ou The Lighthouse, c'est la même chose. Dans ta comparaison, la seule différence, c'est que le prix entre un repas fast-food et un repas chez Pic, oui, c'est pas la même chose. N'est pas la même chose. Mais je sais pas si je suis assez clair avec cette métaphore, c'est que c'est pas la même chose, en fait. Je vais pas rechercher la même chose, j'ai pas les mêmes attentes, en fait, voilà. Et oui, t'en ressors pas avec la même... Il y a pas la même injonction à la satisfaction, peut-être. C'est ça, exactement. En fait, je serais déçu si j'allais dans un 3 étoiles et que je serais pas surpris. Et là, c'est un petit peu le cas. Si je vais voir un film de Robert Eggers et que j'en sors pas décontenancé, il y a un problème. Et là, j'ai été décontenancé. Et donc voilà, Robert Pattinson, lui, il fait ses preuves dans ce type de cinéma-là actuellement, parce qu'il a toujours cette étiquette de Twilight qui lui colle au cul, et c'est dommage, parce que c'est bien plus que Twilight. Et d'ailleurs, j'ai revu les Twilight, que ce soit lui ou Kristen Stewart. Bon, alors, Kristen Stewart, on peut se moquer de son jeu, parfois dans certaines scènes de Twilight, je pense que ça tient plus du réalisateur, mais ce sont deux acteurs qui jouent même bien dans Twilight. Donc, et d'ailleurs, le premier Twilight était plutôt pas mal avec du recul, quand on le revoit et qu'on... Donc voilà, c'est l'occasion de réhabiliter un petit peu le premier Twilight, mais voilà, Robert Pattinson est pour moi un très bon acteur, sauf que aux yeux du grand public, doit encore faire ses preuves dans ce type de film. Et là, il donne tout. Et ça s'est prouvé dès le premier jour de tournage. J'ai lu que la première scène qu'il a tournée, c'est la fameuse scène de masturbation complètement cauchemardesque, donc ultra intense, mais vraiment, avec ces entrecoupés de plans sur le vagin de sirène d'Afo en Neptune, c'est vraiment très très troublant. Et lui devait être très très intense pour cette scène, c'est la consigne qu'on lui a donnée, et il a été énormément, peut-être un peu trop, car même Robert Eggers était un peu choqué par ce qu'il a proposé sur cette scène-là. Et je pense que pour choquer Eggers, il faut en faire. Et là, il s'est dit, ah ouais, d'accord, donc il est très 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 intense quand même, vraiment fond. Et c'est vrai que quand on voit le résultat au cinéma, cette scène-là où il se masturbe frénétiquement comme ça dans son petit cabanon au milieu de la tempête, c'est un malaise particulier. Voilà. C'est particulier. Et c'est ce que montre Robert Pattinson dans ce film, c'est... Il parle peu, enfin il parle un petit peu, mais pas énormément non plus. Et c'est surtout son jeu physique, en fait, qui rentre en jeu dans The Lighthouse. Et Robert Eggers était très satisfait de ce point de vue-là, c'est-à-dire que même s'il parlait pas, qu'il faisait pas les répètes, tout ça, il a trouvé qu'il y avait même du Buster Keaton en lui sur certaines manières de se déplacer, certaines propositions. C'est vrai, ouais.
Mais sauf qu'on le voit un peu moins dans le film, parce que c'est ce que dit Eggers, Il y a en des trucs fait, qui ont été coupés, ouais. il a coupé énormément de trucs, il a gardé Ouais. les délires les plus minimalistes de Pattinson, Pattinson a énormément improvisé sur le tournage, en faisant justement des trucs à la Buster Keaton, et donc Eggers s'est dit, ok, c'est bien, mais je vais prendre vraiment les prises les plus minimalistes pour qu'on ait cet esprit-là, mais que ce soit pas trop appuyé, quoi. C'est pour ça qu'il lui en voulait à la fin. Ouais, peut-être. Du coup, d'ailleurs, dans les dialogues, tu fais bien de le mentionner, c'est vrai que Willem Dafoe parle un petit peu plus. Il a des monologues dingues. Il a des monologues vraiment incroyables, et certains qui ont été écrits par Robert Eggers, et d'autres qui ont été empruntés à des nouvelles de Sarah Horn Jewett, une autrice américaine, qui a été empruntée à certaines de ses nouvelles et de ses textes sur les marins, justement. Et il y a certaines lignes de dialogue qui ont été, même de monologues qui ont été empruntées à droite à gauche. Mais on sent pas forcément la différence, parce qu'apparemment Robert Eggers a pris beaucoup de plaisir à écrire les textes de Willem Dafoe, et il a dit qu'il fallait presque l'arrêter. Il en écrivait. Il y a beaucoup d'allitération. Il y a beaucoup de figures de style c'est très 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 littéraire, même s'il a un parler qui est très qui a un accent je sais pas qu'on pourrait dire un peu populaire ou voire campagnard, quoi. Il est extrêmement littéraire dans sa manière de s'exprimer, et ça se sent, et c'est vraiment, il y a plein de figures de style, et c'est assez délirant, quoi. Il y en a un notamment qui est ultra frappant, c'est quand ils sont tous les deux bourrés et que t'as donc Ephraim Winslow qui dit qu'il aime pas la cuisine de Thomas Wake. Oui, ouais. Et là, t'as Willem Dafoe qui s'offusque dans un monologue, mais de tempête. On a l'impression qu'il devient soudainement Neptune. Enfin voilà, et c'est montré d'ailleurs plus tard. On le voit en Neptune. On a l'impression que voilà, il est le roi des océans. Il explose sa colère en pleine tempête en plus. Donc c'est une scène qui est complètement dingue. Et le dialogue à ce moment-là est au cordeau. Et la manière dont Willem Dafoe le déclame, c'est fou. On a vraiment l'impression qu'un mec est en train de partir en vrille. Bon, après, c'est la grande force de Willem Dafoe aussi. C'est tu vois son visage, tu te dis cet homme est fou. Et bon, bah là, il le montre sur cette scène en particulier, et c'est incroyable. Il y a un jeu sur ce monologue, et la réaction de Robert Pattinson à la fin, qui pour le coup est une des rares marques d'humour du film qui m'ont un peu fait rire. C'est que t'as Willem Dafoe qui part en vrille avec son monologue qui dure je sais pas combien de temps, mais on est peut-être sur du 2 minutes, et t'as vraiment Pattinson à la fin qui fait ouais, ok, d'accord, en fait, j'aime bien ta cuisine. Juste, c'est la seule rupture de ton où j'ai fait, bon, ok, là, j'avoue, c'était plutôt agréable, quoi. Je vois que le temps avance. On va peut-être passer à notre dernier point, qui est quand même de parler de... Ah, on peut parler d'A24, c'est vrai qu'il y a des trucs à dire sur A24, mais c'était plus succinct, disons. Oui, c'est ça, je vais en parler brièvement, mais en gros, A24, c'est la société de production qui est derrière The Lighthouse, mais qui est derrière pas mal d'autres films que si vous aimez le cinéma indépendant américain, vous avez peut-être déjà vu. Le cinéma indépendant en général, d'ailleurs, parce que... Pardon, j'en profite pour replacer ça. Ils ont eu l'Oscar. Oui, du meilleur film 2017 avec Moonlight, ouais. A24, c'est une société de production qu'on pourrait qualifier d'audacieuse, puisqu'elle se tourne vraiment vers les indés et elle met en avant des projets qui autrement auraient eu un petit peu plus de difficultés à avoir des financements, je pense. Donc ils ont commencé en 2012, mais leurs premiers films sont sortis logiquement l'année suivante, en 2013. Donc les premiers déjà, très bien, Spring Breakers, The Spectacular No, que j'aime bien, The Spectacular No, avec Miles Teller dedans, et The Bling Ring de Coppola. Voilà. Et ensuite, on a eu une flopée de films qui sont tous soit souvent très radicaux, Under the Skin, Tusk, Enemy de Denis Villeneuve, Room avec Brie Larson, donc tu le disais Moonlight, Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe qui joue une figurine pétomane, Lady Bird, Lobster et Under the Silver Lake, qui est le deuxième film de David Robert Mitchell qui avait fait It Follows, qui est un très bon film d'ailleurs. It Follows. J'aime beaucoup ce réalisateur, et j'aime beaucoup dans ce qu'ils ont produit, parce qu'après plus tard il y a aussi It Comes at Night et Ghost Story en 2017. Oui, justement, j'allais en parler parce que c'est ce qui nous intéresse plus, nous, c'est le cinéma d'horreur, et en cinéma, enfin. Ghost Story, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus, on est plus dans le domaine du drame. La figure du fantôme est au centre du film. Après, c'est une réinterprétation de la figure du fantôme, mais quand même, il y a c'est un film qui m'avait beaucoup marqué pour le coup. Et je me rends compte quand j'ai revu un peu toute cette liste de films dont ils avaient participé à la production, c'est incroyable. Et ce qui arrive là, moi quand je suis allé voir le film, il y a eu la bande-annonce de The Farewell qui est passée au cinéma. Donc c'est de Lulu Wang avec Awkwafina qu'on a déjà vu notamment dans Crazy Rich Asians récemment, qui est une humoriste américaine asiatique
qui là fait un film dramatique, et ça a l'air sublime. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce de The Farewell. C'est un film, en gros le pitch, c'est donc une asiatique américaine qui retourne donc du coup dans sa famille en Asie parce qu'elle sait que sa grand-mère va mourir. Sauf que sa grand-mère ne le sait pas. Et toute la famille doit garder le secret, doit pas dire à sa grand-mère qu'elle va mourir. Et en fait, toute la famille se réunit officiellement pour un mariage. Mais en fait, c'est surtout pour dire au revoir à la grand-mère avant qu'elle meure. Et donc, comme le laisse entendre l'abondance, ça va être ce dilemme qu'elle va avoir, elle, en tant qu'asiatique américaine, qui a plus l'habitude de montrer ses émotions, alors que dans sa culture d'origine, on a tendance à moins les montrer. Donc je pense que ça va être un film très émouvant. En tout cas, la bande-annonce, moi déjà, m'avait mis par moments les larmes aux yeux. Donc je pense que le film va être très beau. Voilà. Et puis Awkwafina, je pense qu'on assiste à la naissance d'une grande actrice. Elle était hilarante en Crazy Rich Asians. Et là, la rupture totale, elle part complètement dans quelque chose de très dramatique, de très émouvant dans ce film-là. Je pense que ça va être un des grands films qui, donc chez nous, sortira en 2020. Je crois qu'il est déjà sorti aux États-Unis en 2019, si je ne m'abuse. Mais voilà, je pense que ça va être un grand film. Bon, A24, nous, c'était surtout pour les films d'horreur, sinon, donc c'est eux qui ont produit The Witch, Hérédité, Midsommar. Alors non, ils ont pas produit The Witch, ils l'ont seulement distribué. Ah, ils l'ont seulement distribué? Mais Hérédité, c'est bien eux. Hein. Ouais. Et Hérédité, ouais. Hérédité, Midsommar. De toute façon, c'est leur réalisateur attitré. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc In Fabric, que t'as vu, de Peter Strickland. In Fabric, ouais, qui est fabuleux. Et en mars 2020, et ça c'est peut-être un film dont on parlera, enfin en tout cas moi j'ai hâte de le voir, il y a Saint Maud qui sort aux États-Unis. C'est un premier film, une réalisatrice qui s'appelle Rose Glass, et qui me donne vraiment envie. C'est en gros sur l'histoire d'une nonne qui part en vrille, mais tu pourrais dire oui, une nonne qui part en vrille, on a déjà vu ça plein de fois. Les premiers visuels m'ont vraiment hypé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, et surtout c'est un premier film, et une réalisatrice qui signe son premier film produit par A24, ça sent plutôt bon dans. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Donc voilà. Et ce qui est drôle, et c'est pour ça en fait que je voulais parler d'A24 à la base, parce que bon voilà, on présente un petit peu ce qu'a fait cette société. Vous l'avez compris, c'est une très bonne société de production. C'est quelque chose qu'a dit Eggers, qui m'a fait un peu marrer, c'est qu'il y a une espèce de club A24 en fait, qui s'est créé aux États-Unis. Ouais. A24 est basé à New York, donc la plupart des réalisateurs qui travaillent, dont leurs films sont produits par A24 et qui sont à New York, assistent régulièrement à des projections, à des réunions, à des présentations de films, à des présentations de projets. Ce qui fait que Eggers est devenu très pote avec Ari Aster, notamment. Oui, qui est au remerciement au générique de The Lighthouse. Et ce qui est drôle, c'est qu'il se voit un peu comme les réalisateurs du nouvel Hollywood à leur époque. C'est-à-dire Spielberg, Scorsese, De Palma. Il y a une émulation qui est en train de se créer avec A24 sur cette nouvelle génération de réalisateurs qui rappelle un petit peu ça à l'époque. Et d'ailleurs, Eggers dit et il précise que c'est avec beaucoup d'humilité qu'ils font ça, hein, mais qu'ils se posent souvent la question pour déconner, alors c'est qui le De Palma de la bande? Ce à quoi Mad Movies lui répond dans l'interview que j'ai lue, tant que vous n'êtes pas le George Lucas et que vous vous mettez à retoucher vos films. Je trouve une excellente réponse. Et donc Eggers dit, non, vous inquiétez pas, moi je vais pas modifier mes films. Donc, voilà, ceci dit, George Lucas disait ça 10 ans avant de les modifier. Hein. Ah putain, j'espère qu'il modifiera pas The Lighthouse a posteriori, ce serait dommage. Mais en tous les cas, au moins on aura la copie originale. The Lighthouse en 3D. Avec les incrustations des acteurs de la suite en fantôme à côté du phare. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé d'A24, on peut parler, comme tu disais tout à l'heure, du nouveau film. Ouais, Nosferatu, qui est toujours dans les tuyaux. Hein. Ouais, qui aurait dû être son deuxième film, son deuxième long. Et alors il se trouve pareil, hasard du calendrier, hasard des choses, que je l'ai revu il y a quelques mois, Nosferatu. L'original de Murnau, tu veux dire? Ouais, l'original de Murnau, ouais. Et donc je pense que l'histoire du film, elle est très très connue. Hein. C'est une adaptation non officielle du livre d'Abraham Stoker, parce qu'il n'avait pas les droits pour tourner Dracula. Donc ils ont tourné Nosferatu, et c'est pour ça que le grand vampire, je crois il s'appelle Orlok, quelque chose. Ouais, je crois que c'est Orlok. Et ça fait partie, de ses premiers films. Alors déjà du courant expressionniste, mais surtout ce courant expressionniste qui a lancé les films de monstres, les films d'horreur, avec peut-être, il y avait aussi le Golem de 1919 quand même. Avec j'ai oublié le nom de l'interprète du coup de Orlok, mais plus tard les interprètes les plus connus pour Dracula, ce sera Bela Lugosi et Christopher Lee plus tard. Donc c'est un film où le thème de la folie est déjà là, puisque
le thème de la folie est dans Dracula. Il y a un asile psychiatrique dans l'œuvre de Bram Stoker, si je vais pas de bêtises, qui est pas loin de la maison que Dracula achète en Angleterre. Et dans Nosferatu, dans le film de Murnau, on voit cet asile et un des patients est un des esclaves enfin c'est l'esclave même de Orlok. Ouais, et c'est pour ça qu'on le croit fou. Aussi. C'est le cas dans le Dracula de Bram Stoker aussi. Et donc oui, dans une interview d'octobre 2019, il a dit que il avait passé trop de temps dessus pour abandonner le projet de Nosferatu, mais d'un autre côté, il se pose quand même très honnêtement la question de est-ce que Nosferatu a besoin d'un remake? Il y en a eu plusieurs déjà, enfin il y a eu des réinterprétations. Est-ce que ça sert à quelque chose de reprendre Nosferatu de 1922 pour en faire quelque chose, en sachant qu'il avait déjà casté Anya Taylor-Joy pour le rôle principal de Nosferatu, elle tenait déjà le rôle principal dans The Witch. Très bonne actrice qu'on a vue également dans Split, qu'on avait chroniqué dans Inspiré de faits réels. Alors ouais, je sais pas si le projet se fera finalement. En tout cas, Robert Eggers avait l'air d'être globalement intéressé, même s'il y a cette question de est-ce qu'un remake est nécessaire. En tout cas, il a annoncé que si ça se faisait, ce serait une approche très personnelle évidemment du film. De toute façon, venant d'Eggers, on voit pas comment il peut faire un film qui n'a pas une approche très personnelle. Son objectif, c'est d'avoir une version totalement crédible, je le cite, totalement crédible, de l'Allemagne de la fin du 19e siècle, donc le moment où se passe le Nosferatu de Murnau. Et il veut surtout pas, et d'ailleurs ce serait une erreur, copier le jeu, la gestuelle de Max Schreck qui jouait vampire en 1922, mais avoir un autre vampire qui paraisse cette fois-ci absolument réaliste. Donc j'imagine qu'il puisse se fondre dans la masse. Ce serait pas possible. Enfin, je veux dire, c'est quand tu vois le film de 1922, tu peux c'est impossible. Refaire un film aujourd'hui, ça aurait plus le même sens qu'à l'époque. Donc oui, ça de toute façon, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est ça qui m'intrigue, c'est ce côté avoir une version à la fois totalement crédible de l'Allemagne, et on peut lui faire confiance là-dessus, puisque vu le travail de recherche qu'il a fait sur le production design de The Lighthouse pour reproduire ce phare de la fin du 19e siècle, reproduire les mêmes images de photos de marins, reproduire exactement jusqu'au bouton de manchette, comme tu le disais. Je pense que là, on a le bon artisan pour déjà reproduire ça. Et ensuite, cette idée d'un vampire qui paraisse absolument réaliste, pour l'heure me paraît relativement floue, mais j'aimerais bien voir ce qu'il va faire avec ça. Est-ce qu'il va essayer de montrer comment techniquement ça marche un vampire ? Parce que ça reste une créature fantastique, mais est-ce que organiquement, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il aspire le sang et ça lui remplit les veines ? Je sais, voilà. Comment est-ce que tu rends un vampire plus réaliste ? C'est quelque chose qui m'intrigue. Ouais, non, je sais pas trop si avec cette approche naturaliste qu'il a, évidemment. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que rendre un vampire plus, on va dire, réaliste, ça a déjà été fait dans d'autres fictions, mais ce que je veux dire, c'est d'un point de vue vraiment naturaliste. C'est de limite scientifique, tu vois, de comment est-ce que fonctionne un vampire. Ça, c'est un truc qui pourrait m'intéresser, et je pense qu'il pourrait potentiellement le faire. Mais bon, après, à voir, je pense qu'il y aura d'autres annonces sur ce film. Quoi qu'il en soit, on ira voir le troisième film d'Eggers. Ouais. Voilà. C'est pas pour tout de suite. Bah écoutez, je crois qu'il est l'heure de se quitter. On vous a fait un épisode peut-être de fin de vacances, suivant quand vous l'écoutez, de cet inspiré de faits réels. Et il nous reste à vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @IFRpodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez évidemment encore et toujours nous laisser des avis sur iTunes. Et je crois que c'est tout, et on vous souhaite encore une bonne année. Oui, très bonne année à tout le monde. Belle et heureuse année 2020. Nous, on vous retrouve d'ici là dans un prochain épisode du Bureau des Mystères. D'ici là, ne traînez pas trop près des fins.